Donc, vous dites ils fêtent leur indépendance. Donc, c'est une commémoration joyeuse où il y a quand même des aspects. Bien, c'est une commémoration qui se passera dans la joie et on a envie que ça se passe dans la joie parce que c'est une commémoration d'une victoire. Même s'il s'agit au final d'une semi-victoire, euh, et on sait pourquoi il s'agit d'une semi-victoire, c'est-à-dire qu'on a obtenu l'indépendance sur papier, mais après cette indépendance, concrètement, dans les faits, elle était complètement vidée de toute substance. Et donc ça, forcément, c'est dommage. Après, moi, je ne suis pas politologue, je suis historienne de l'art de formation, militante, je tiens une galerie d'art. Moi, je veux vraiment promouvoir la culture africaine, les artistes africains, mais je suis aussi consciente de l'histoire, du passé, de l'histoire coloniale, de ses débuts jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui à l'est du Congo, toutes les injustices qui font qu'aujourd'hui le Congo c'est un peu le grenier ou le sous-sol de la terre entière avec toutes les matières premières qu'il renferme et qui ne lui servent pas, qui servent à enrichir les pays occidentaux, les puissances occidentales. Euh, et donc voilà, c'est le fait de célébrer cette indépendance, pour moi, c'est très important parce que c'est l'occasion de se rassembler entre Congolais, entre Africains en Belgique et de faire un petit peu le bilan, de faire le point, de pouvoir se dire, tiens, ben voilà d'où on vient, voilà où nous en sommes aujourd'hui et où est-ce que nous nous voyons demain. Donc c'est cette occasion-là de se rassembler, d'avoir des discussions, d'avoir des dialogues, de voir un petit peu. Moi, je suis particulièrement sensible à différentes choses. Évidemment que par rapport au contexte actuel, par rapport au fait qu'il y a des manifestations contre le racisme, bien sûr que je participe et bien sûr que c'est quelque chose d'important pour moi. On parle des statuts de Léopold II et des autres statuts coloniales ou qui célèbrent la colonisation en Belgique, c'est horrible, il faut faire quelque chose, donc bien sûr. Mais quand on parle de l'indépendance, moi, il y a un autre point qui me chiffonne vraiment, vraiment beaucoup et sur lequel j'ai vraiment de plus en plus envie de revenir et où je pense qu'à l'avenir, il faudra qu'on en parle, c'est cette question euh, de c'est ce mépris en fait qu'on a envers les populations qui meurent à l'est du Congo pour extraire le cobalt et le coltan, qui sont des substances qu'on utilise dans les batteries électriques des voitures. Je suis à chaque fois profondément heurtée, mais de la même manière que quand je suis face à une statue de Léopold II, quand on dit oh, assainissez l'air, pensez écologique et choisissez la voiture électrique. Non mais attendons, mais attention, mais on parle d'écologie pour qui? Là encore, il y a quelque chose où c'est pas possible d'accepter cette campagne de propagande à notre égard, à l'égard de toute une population quand même. Et quand je dis à notre égard, c'est pas que tout à coup je suis congolaise et que je suis plus belge, c'est juste à notre égard en tant qu'être humain, à notre égard en tant que habitants de cette planète. Ce qui se passe à l'est du Congo là-bas, ça nous regarde aussi. On est concernés, on est tous liés, il faut pas qu'on oublie. Donc pour moi, ce 60e anniversaire de l'indépendance, c'est l'occasion de revenir un petit peu sur le devant de la scène, de faire le point, de célébrer les victoires, mais de aussi pouvoir dire attention, là il faut continuer. Donc, il ne s'agit pas uniquement du passé, mais il faut aussi regarder le futur. Ah mais Ouais, complètement, ouais, c'est carrément de cela qu'il s'agit. ouais. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut regarder le passé, mais moi je peux me permettre de dire ah oui mais aujourd'hui il faut se concentrer vers l'avenir parce que je connais mon passé. Je connais l'histoire coloniale. Bien sûr que je ne connais pas tout parce que je ne suis qu'un être humain, mais quand je dis je connais, c'est-à-dire que je me suis vraiment suffisamment renseignée, j'ai assisté à suffisamment de conférences, j'ai lu, voilà. Après, on peut toujours s'améliorer, bien sûr, mais d'une manière générale, par rapport aux Belges moyens, bah, j'ai vraiment une connaissance assez approfondie de l'histoire coloniale, de la violence de ce système. Euh, et aussi du contexte géopolitique de ce système. Donc je peux me permettre de dire aujourd'hui, ben oui, mais on est aujourd'hui et tournons-nous vers l'avenir et voyons ce qu'on va faire. Bien sûr qu'une des clés pour pouvoir réellement changer le pays,
la mentalité et permettre un véritable vivre ensemble, ça passe par l'éducation. Ça passe par l'éducation, mais maintenant, pour convaincre les pouvoirs en place de cette nécessité de cette nécessité de complètement réformer le système éducatif, non seulement le système éducatif parce qu'il reproduit des inégalités sociales et donc aussi un système raciste et un racisme structurel, ça c'est une chose, mais aussi de réformer la manière dont on enseigne l'histoire dans ce pays. Il faut arrêter de dire à des enfants qui n'ont absolument rien à voir avec les Gaulois, vos ancêtres les Gaulois. C'est juste une question de logique en fait, c'est juste une question de je te regarde dans les yeux et je t'invisibilise pas. Je te regarde dans les yeux et je te fais pas penser que tu as un problème. Moi, je m'en souviendrai toujours, quand on m'a parlé de nos ancêtres les Gaulois, j'étais un peu en mode, mais en fait... oui. Il y a un truc qui passait pas, quoi. Donc, et puis après, quand je suis allée à la maison et que j'ai dit, mais maman... on nous a parlé de nos ancêtres les Gaulois à l'école, mais il y a un truc que je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient nos ancêtres? Ma maman s'est fâchée. Et jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais bien qu'elle me dise pourquoi elle s'est fâchée, parce que je ne sais pas. Il n'y a rien de mal, en fait, à reconnaître que nos ancêtres ne sont pas des Gaulois. C'est juste un fait. Et c'est pas dire que parce que nos ancêtres ne sont pas des Gaulois, on n'a pas notre place ici. C'est juste dire, oui, mais j'ai ma place ici, je suis là, C'était tellement important pour elle que vous soyez comme les autres, donc elle voudrait... Oui, sans doute. Oui. Exactement. Il faut dire aussi que donc, voilà, ma maman est née en 1949 au Congo belge. Et donc, oui, ce qu'elle projetait pour l'avenir, pour les enfants, c'est aussi ce qu'elle a appris. Et ce qu'elle a appris, c'est que il faut pas fâcher le Belge. Et puis surtout, il faut s'intégrer par assimilation. Hein, il faut leur ressembler. Donc, oui, voilà, c'est ça, il faut leur ressembler. Il faut... alors, par exemple, d'un point de vue physique, ma mère n'a jamais cherché à me défriser les cheveux ou à faire des choses comme ça, ce que d'autres mamans font. Mais par contre, au niveau de l'éducation, pour elle, c'était très important d'avoir une bonne éducation. Et donc, ça veut dire une éducation comme une femme blanche. Ouais. Ça, oui. Et pour ma mère et pour d'autres personnes dans la famille, hein, d'une manière générale. Et vous, pour votre... vous avez une fille? J'ai un petit garçon. Ah, un petit garçon. Alors moi, pour mon fils, oui, c'est différent. Au contraire, en fait, j'essaye plutôt, parce que je suis moi-même belge, je veux dire, je peux pas transmettre, ou en tout cas pas transmettre de la culture congolaise à mon fils de la même manière que mes parents l'ont transmise. Même si c'était pas spécialement volontaire de leur part de me la transmettre, mais ils étaient simplement eux-mêmes et ils m'ont transmis beaucoup de choses. Moi, en étant simplement moi-même, je transmets beaucoup moins de choses à mon fils, forcément. Je parle pas bien lingala. Je prépare plus souvent des chicons gratins à la maison que du pondu. Après, il a l'occasion de manger du pondu quand on va chez ma maman ou quand on va dans des restaurants africains, à Matongué ou ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, son cadre est quand même très belge. Il n'y a rien à faire. Donc, mais pour le préserver, parce que je sais qu'on va toujours l'identifier à cette culture différente, autre, et aussi subalterne, considérée comme subalterne. Donc, il est important pour moi de lui transmettre quand même quelque chose, c'est quoi l'Afrique, c'est quoi le Congo, c'est quoi être africain, et qu'il ait quand même ce sentiment d'appartenance à une identité noire. Ça, c'est très important. Il a déjà 6 ans et je me rends compte que j'ai pas encore pris le temps, j'ai pas encore fait le pas de l'amener en vacances au Congo ou même dans un autre pays africain. Pourtant, c'était vraiment pas comme ça que j'avais prévu de faire les choses, mais bon, voilà. Mais ça reste quelque chose d'important. Pour moi, il faut qu'il soit en contact avec la culture africaine d'une manière ou d'une autre, en particulier congolaise, puisque c'est là que sont mes racines. Et c'est ça que moi, je peux lui transmettre, en fait. Je veux dire,
Donc ça, c'est important. Après, moi, j'ai envie qu'ils découvrent le monde entier, qu'ils apprennent à parler plein de langues et qu'ils découvrent d'autres cultures. Il fera ses choix plus tard, mais... Il devra choisir, vous croyez, entre une identité belge ou ses racines congolaises, vous croyez que... C'est une très bonne question. Oui, dans le sens où ça ne devrait pas, comme on ne devrait pas avoir à choisir entre son père et sa mère, mais il me semble que oui, que moi j'ai été amenée à faire un choix et que je l'ai fait, et que lui aussi, s'il n'a pas encore été amené à faire ce choix-là, il devra le faire, c'est-à-dire que peut-être que d'ici là, la société va continuer d'évoluer ou de changer, parce que d'évoluer, bon, de changer de manière favorable sur ces questions-là. J'ai vu un reportage hier à la RTBF qui m'a donné bon espoir là-dessus, avec un professeur d'histoire à Charleroi qui enseigne l'histoire coloniale à ses enfants, à ses étudiants, mais qui le fait vraiment de manière super artistique finalement, parce que par la danse, par vraiment de la conscientisation, et aussi par des rencontres. Et quand ils ont rencontré cet ancien colon qui s'exprimait en des termes vraiment injurieux et irrespectueux envers les Congolais, ils étaient tous absolument outrés en fait par cette attitude. Et là, je me suis dit, mais quand même, donc voilà, c'est la preuve que c'est possible. Quand on explique les faits de manière véridique, eh bien, après, ce genre de comportement-là n'est plus toléré. Voilà. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'on n'enseigne pas l'histoire comme elle s'est réellement déroulée, et donc forcément, eh bien, si on n'est pas au courant de tout ce passé historique colonial, des propos comme ça peuvent moins choquer, parce qu'effectivement, l'idée ou l'idéologie qui circule quand on n'est pas conscient, c'est qu'effectivement la culture noire ou africaine, c'est des sauvages, c'est des impies, c'est tout un tas de mots que je n'ai pas spécialement envie de répéter, mais bon, en gros, je veux dire, heureusement qu'on était là pour leur apporter la civilisation, quoi. Et heureusement encore qu'on est là aujourd'hui pour faire ceci, cela. La preuve, regardez ce qui se passe dans leur pays, regardez Kabila, voilà, je ne veux pas commencer à répéter ce qui est dit sur les réseaux sociaux de manière assez largement diffusée. Et d'ailleurs, moi, je m'interroge vraiment sur comment ces gens osent-ils s'exprimer ouvertement avec leur identité en ces termes-là. Donc, il y a vraiment un sentiment d'impunité totale. Oui, ça je comprends. Vous vivez à Bruxelles. Quels sont vos meilleurs souvenirs de Bruxelles ? Je dois avouer que mes meilleurs souvenirs de Bruxelles datent de mon enfance. J'ai pas... Parce que quand on me pose cette question-là, j'ai beau chercher, et je dois avouer que plus ça va, moins j'ai de bons souvenirs à Bruxelles, dans l'espace public. Parce que plus ça va, plus je suis consciente en fait de la violence de cet espace public. Et donc, si je veux avoir des souvenirs positifs par rapport à cette ville, que j'adore, c'est ma ville, mais en même temps, je dois vraiment aller chercher dans l'enfance, quand j'étais insouciante. Moi, je parlerai de la foire du Midi en été. C'est vraiment... c'était vraiment un moment de joie, de festivité. Et puis, voilà, cette foire, quand on est enfant, cette couleur, ces sons, ces bruits, ces odeurs, la chaleur, c'est l'euphorie totale. Et c'était vraiment un rendez-vous immanquable chaque été en famille. Ah, ok. Oui, chaque été en famille, on allait, je ne vais pas dire régulièrement, mais en tout cas de temps en temps à la foire du Midi avec Et c'était mon quoi frère votre truc favori ? Il y avait une attraction ? Alors, c'était la pieuvre. Et je crois que ça n'a pas changé, c'est toujours la pieuvre. J'ai un mauvais rapport avec la hauteur et j'ai un peu le vertige. Donc, de temps en temps, la grande roue, quand on m'y oblige, voilà, j'y vais, mais toujours un peu hésitante. Mais par contre, la pieuvre, j'aimais beaucoup. Et puis, bien sûr, les beignets.
Ouais. Les croustillons, ça c'était vraiment avec la poudre, le sel, le sucre palpable, ça c'était vraiment génial, quoi. Donc la foire du midi et les autostoppeurs aussi. Ah, ok, Bien ok. sûr. J'y ai déjà perdu une dent d'ailleurs. Oui. Oh. Oui. Ouh. Mais ça n'a pas détruit votre enthousiasme pour... Non, non, à l'époque, je pense que j'étais en âge d'encore perdre des dents à ce moment-là, Ah, donc bon. c'était juste une petite accélération. Mais donc, en grandissant, ça devient plus difficile d'avoir des... Ben oui, c'est-à-dire que le premier très très bon souvenir que j'ai dans Bruxelles, c'est dimanche dernier avec la manifestation, où sincèrement j'étais super émue. C'était vraiment un moment incroyable. J'ai vraiment dû retenir mes larmes, quoi. C'était vraiment incroyable d'avoir autant de monde dans les rues, d'avoir cette convergence et de voir tous ces gens marcher, et on marchait tous dans un même but comme ça. C'était vraiment une procession, quoi. Et puis après, bon, la manifestation, enfin, c'est pas le rassemblement lui-même, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été partagé, c'était vraiment intéressant. Mais moi, en fait, rien le fait de marcher comme ça tous ensemble. Tout le monde était habillé plus ou moins dans la même couleur, il y avait un dress code, tout ça a été vraiment bien. De se retrouver là, sur le palais, sur cette place Poulard, c'était vraiment génial. J'ai quoi comme autre souvenir de... à la place Poulard, un autre souvenir comme ça, c'était le concert de James Brown. Il y a un peu plus de 20 ans aussi. Là aussi, c'était un moment mémorable parce que James Brown, la figure de la soul music, aussi le fait d'avoir affaire à un homme noir, parce qu'on n'en voit pas souvent. Pour moi, quand j'étais enfant, les seuls noirs qu'on voyait à la télévision, c'était pas des Africains. C'est aussi, il y avait Mobutu, oui. Mais sinon, c'était des stars de musique américaine. Même le cinéma, pas encore. Il n'y avait pas encore Denzel Washington et Sidney Poitier. C'était plus la génération de ma mère. Ma mère m'en parlait, mais je ne voyais pas du tout qui c'était. Ouais. Je le connais mieux maintenant qu'enfant. Et donc, j'entendais aussi parler de Josephine Baker. Je voyais les images, mais je comprenais bien qu'il y avait un problème avec elle. Donc voilà, le fait d'avoir pu assister à ce concert sur la place Poulard, c'était aussi un moment de liesse. Mais c'est vrai que d'une manière générale, je me suis sensibilisée et il y a des choses que je n'accepte plus. Moi, j'ai vraiment envie de me faire respecter, en fait. Pour moi, c'est important. J'ai envie de me faire respecter en tant qu'être humain, en tant que sujet pensant. Et du coup, étant donné que la société dominante, le monde dominant qui m'entoure veut me retirer ce pouvoir d'être un sujet pensant, ce pouvoir d'être un être humain dans toute sa dignité, étant donné toutes les petites micro-agressions dès qu'on me voit, parce que j'ai l'air d'être éduquée, je parle bien français, comme si c'était un exploit, enfin, c'est juste ma langue maternelle. Et du coup, on s'attend par exemple à me voir avec un enfant métis. Par exemple. Et donc, quand on me voit, je suis relativement claire de peau, donc il y a une certaine acceptation, ça passe mieux. Et puis, oui, mon enfant n'est pas métisse. Enfin, je pense qu'il n'y a rien qui me l'interdit. Mais donc, ça étonne, ça choque et ça change aussi ça peut changer aussi la manière dont les gens vont se comporter par après. Alors, ça choque pas tout le monde, mais ça étonne beaucoup de gens. Et il y a des personnes que ça étonne et puis qui se reprennent et qui se disent visiblement que mais ça change rien. Et puis, il y en a que ça gêne en fait, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Il y a un côté, ah oui, en plus j'ai choisi un prénom africain pour mon fils. Donc si je dis son nom à haute voix, on l'entend. On m'a déjà dit, mais c'est bizarre que tu aies choisi un nom africain quand même. Pourtant, tu es une femme intégrée. Je ne suis pas intégrée, je suis belge. Hein. C'est déjà une première chose, je ne suis pas intégrée. Je suis... parce que intégrée, ça fait un peu tolérer, voilà, et tout ça. Et quand je dis je suis belge, je ne suis pas en train de renier mes origines...
congolaise, où je ne suis pas en train de renier quelque chose, je suis juste en train de dire, mais en fait, quand je dis je suis belge, je dis juste, mais je suis un être humain, quoi, en fait, c'est juste ça. Et je n'ai ni à être tolérée, ni à être intégrée, ni quoi que ce soit. Je veux juste être moi-même, en fait. Comment écririez-vous Bruxelles à des gens qui vivent ailleurs Alors oui, mais à qui? À qui ailleurs? Ça, c'est une bonne question parce qu'évidemment, je donne un exemple. Quand je vivais, et tout dépend vraiment à qui on s'adresse. Parce que maintenant que vous venez de me poser toutes ces questions sur mes meilleurs souvenirs à Bruxelles et tout, si j'étais aux États-Unis, comme j'aime beaucoup la ville de New York, en train de discuter avec des gens qui connaissent pas la Belgique et qui sont pas forcément des militants, je vais leur parler du Bruxelles touristique et je vais leur parler du chocolat, de la tour, de l'atomium, je vais leur parler des marolles, je vais leur parler de tous mes bons souvenirs, de la bière, même si je ne suis pas une grande buveuse de bière, mais voilà, de toutes ces petites choses-là qui font le charme de la ville, de la dentelle, de la Grand Place, de tout ce qui fait un peu notre fierté finalement, notre patrimoine. Après, Bruxelles, c'est tout un tas de choses. Donc, il y a ces aspects-là, mais par exemple, si je vais à Kinshasa, je ne vais pas parler de ça parce que les pauvres, ils sont déjà... de moins en moins, en fait, chez les jeunes, il y a quand même une certaine classe moyenne qui commence à exister, mais qui fantasme quand même énormément, et puis c'est normal, qui n'a pas envie de voyager, qui n'a pas envie de voyager à travers le monde. En fait, les Africains sont les seuls... enfin, vraiment au monde à être pris au piège chez eux. Ils n'ont même pas le droit de venir ici en touriste, quoi. Parce que c'est même pas quelque chose qu'ils peuvent envisager, parce que pour avoir le visa pour arriver ici, mais c'est tellement difficile, c'est tellement la croix à la bannière. Même ceux qui ont les moyens financiers de venir, qui auraient les moyens financiers de voyager, de prendre l'avion, mais n'ont pas cette possibilité-là à cause de passeports. Il y a une école à Bruxelles qui, j'ai oublié son nom, mais qui était un peu spécialisée. C'était une école privée qui donnait des petits masters en communication et d'autres branches comme ça, qui était spécialisée. Donc il y avait un public d'étudiants majoritairement africains qui venaient pour faire ces études et qui repartaient après dans leur pays. Et l'école a dû fermer parce que l'ambassade ne délivrait plus les visas, alors que ces personnes venaient avec toutes les conditions, c'est-à-dire toutes les conditions légales pour pouvoir obtenir leur visa, leur passeport, leur visa. Et c'est des personnes qui sont... donc voilà, à toutes ces personnes qui sont là et qui rêvent de l'Europe, moi j'ai besoin de leur expliquer qu'en fait l'Europe, oui, j'y suis née, je ne peux pas mentir que le fait d'avoir eu accès à une certaine éducation fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, je me pose souvent la question de savoir, mais qui aurais-je été si j'avais grandi dans la pauvreté à Kinshasa? C'est une question à laquelle je ne peux malheureusement pas répondre. J'ai déjà essayé d'y répondre en me disant, tiens, mais est-ce que la fille de ma mère qui est née à Kinshasa, qui a grandi à Kinshasa, est-ce que si moi j'étais née à sa place, je serais à sa place aujourd'hui? Personne ne sait. Non. Personne ne sait parce que j'ai ma personnalité. Mais la question que je me pose, c'est dans quelle mesure est-ce que ma personnalité n'est pas liée à l'éducation à laquelle j'ai eu accès en grandissant ici? Personne ne sait, personne ne saura jamais. Ce que je sais par contre, c'est que j'ai commencé à subir des violences à cause de la couleur de ma peau déjà à l'école maternelle. Ça aussi, ça a forgé ma personnalité. Donc, voilà. Ce qu'on ne peut pas changer, on le laisse, on laisse comme ça, on l'accepte. Mais ce que moi, je veux donner comme message, en tout cas à ma famille au Congo, surtout à la jeunesse, c'est tout n'est pas moche ici. Je veux pas vous raconter d'histoire. Et bien sûr qu'il y a le confort matériel. Il y a en tout cas un certain confort matériel
qui est accessible à plus de personnes par rapport au pourcentage de la population que quand on est à Kinshasa ou au Congo. Mais à côté de ça, il y a des choses où moi j'ai envie de leur dire, mais vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous aviez de grandir sans avoir jamais eu à vous poser de questions par rapport à la couleur de votre peau. Vous vous êtes jamais demandé si vous étiez sale, vous vous êtes jamais demandé si vous étiez beau, moche. Enfin, il y a tout un tas de questions que vous n'avez jamais eu à vous poser parce que vous êtes juste entouré de gens comme vous, quoi. Et ça, il faut pouvoir s'en rendre compte aussi qu'il y a des choses, voilà, que Ouais. ce luxe-là n'est vraiment pas à négliger sur la construction de l'identité de la personne. Donc, c'est vraiment ce genre de dialogue-là que j'ai envie, que j'aurais envie d'engager avec les personnes qui vivent à Kinshasa, par exemple, aujourd'hui. Ouais. Comment souhaitez-vous que la présence congolaise à Bruxelles soit célébrée? Comment célébrer la présence congolaise? De manière positive, forcément. Mais avant de savoir comment je veux qu'elle soit célébrée, moi je veux vraiment que les Congolais se réapproprient le discours sur eux. Ça, c'est la condition sine qua non. À la limite, comment la majorité décide après, même si c'était pas ce que j'avais prévu, même si je suis pas d'accord, c'est pas grave pourvu qu'ils aient décidé eux-mêmes, quoi. Pour moi, ça c'est vraiment important. Et vraiment, moi, je suis pour l'ouverture d'esprit, je suis pour l'accueil, je suis pour le dialogue. Vraiment, j'ai pas envie de vivre fermée dans mon coin, mais il y a quand même des réalités qu'il faut pouvoir accepter sur le fait que les Congolais ici sont quand même les derniers lotis. En tout cas, dans mon secteur, qui est le secteur des arts et de la culture, les Congolais sont les derniers lotis. Il me paraît vraiment... Enfin, moi, ce que j'observe, c'est que, d'une manière générale, chaque peuple dominant a du mal à gérer ces anciens peuples colonisés. Et ici, l'ancien peuple colonisé, bien sûr qu'il y a le Congo et le Rwanda-Urundi. Mais le Rwanda-Urundi, c'est une colonisation beaucoup plus tardive. Et quand on parle des mains coupées, on dit toujours les mains coupées, le Congo. Attention, les mains coupées, c'est le Congo et c'est la région équatoriale au Congo. C'est pas tous les Africains. Et ce passé-là, moi j'ai l'impression qu'il y a les ancêtres qui se parlent et qui font que on a vraiment du mal à accepter de laisser que le Belge a, d'une manière même inconsciente, du mal à laisser sa place à ce Congolais, à cet ancien colonisé, peut-être par culpabilité, peut-être par mépris, peut-être pour tout un tas de raisons, mais qui font que si on n'en parle pas, il n'y a pas moyen d'avancer en fait sur ces questions-là, et qui font que aujourd'hui, il me semble que les Congolais ont vraiment besoin de mettre le point sur la table et de dire aujourd'hui, vous allez nous écouter. Aujourd'hui, vous allez nous laisser nous gérer nous-mêmes. Vous allez nous laisser déployer nos ailes. Vous allez nous laisser cette occasion-là en tant que Congolais. Il y a aussi ça. Oui, on est... Bien sûr qu'il y a une identité commune qui doit se créer et qu'on n'est pas là pour commencer à rentrer dans des guéguerres identitaires de toi tu viens de là donc tu as droit à ça et moi j'ai droit à ça. Non, c'est pas ça, mais il faut quand même reconnaître que à un moment quand on parle des mains coupées, ces personnes qui sont porteuses de cet héritage finalement, eh bien il faut aussi pouvoir les laisser s'exprimer et les laisser prendre leur destin en main. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, dans mes repas de famille, à certaines occasions, il se peut que ma maman raconte une anecdote qui concerne son enfance et que je doive m'entendre et apprendre à ce moment-là que mes oncles étaient considérés comme des sous-hommes. Mes oncles pouvaient être fouettés parce qu'ils n'avaient pas ramené suffisamment d'EVA. Et cette image-là est quand même incroyable, non? Enfin,
Et j'ai ce rapport-là avec ce pays-ci. Donc, la première chose que moi je demande, c'est s'il vous plaît, laissez les Congolais célébrer, choisir comment ils vont célébrer leur indépendance. Comment ils le feront, je pense que ce sera dans la joie. J'ai déjà une petite idée aussi dans le sens où, en tant que curatrice indépendante et avec Café Congo, on a un projet d'exposition au Parc Royal cet été où on va rendre visibles les œuvres d'artistes congolais qui vivent en Belgique ou plutôt afrodescendants. Alors, voilà, des Congolais de Belgique, des afrodescendants, des gens de la diaspora. C'est compliqué de trouver le bon terme, mais l'idée c'est de pouvoir aussi mettre en avant notre présence et de cette manière-là, par les arts, par la culture, par le dialogue. Bien sûr que ça peut ensuite aussi passer par la danse, ou par la danse, par la joie, par l'amusement, mais aussi par l'intellect. On a aussi le droit de se positionner comme des personnes qui réfléchissent et qui prennent leur destin en main. Et si on a des maladresses, eh bien, nous laisser tomber et nous laisser nous relever. Un grand merci. Vraiment, je suis très impressionnée. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis désolée, j'ai parlé beaucoup.